Alors, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette conférence. Je m'appelle Charles Ramble et je suis directeur d'études en histoire et philologie tibétaine à l'École pratique des hautes études. Et j'ai une formation en ethnologie et j'ai passé peut-être 20 ans dans l'Himalaya, à Katmandou et au Tibet, et dans les régions de la frontière tibéto-népalaise. Et j'ai travaillé sur les archives que j'ai trouvées dans les villages et dans les monastères, dans la perspective d'écrire l'histoire sociale de ces régions. La dernière fois que j'ai présenté ma recherche à la Société asiatique, il y a quelques années, j'ai parlé justement de ces archives et de l'histoire sociale de la région du Mustang et du Dolpo. Cette fois, je vais aussi parler de textes, mais maintenant ça va être les manuscrits de la religion Pön. Surtout des manuscrits que j'ai découverts moi-même, mais sur lesquels j'ai travaillé avec des collègues dans le district du Mustang et le district voisinant du Dolpo. Donc il s'agit d'un travail que je fais depuis une douzaine d'années, mais la plupart des découvertes n'ont été faites qu'il y a 3 ou 4 ans. Et c'est le résultat de cette recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, quelques mots d'abord sur la religion Pön. Il s'agit d'une religion minoritaire du Tibet. Il y a peut-être 6 millions Tibétains au monde et les Bonpo, à savoir les adhérents de la religion Pön, représentent peut-être 5% de ce chiffre. La religion Pön est considérée par les Bonpo, je répète, à savoir les adhérents de la religion Pön, ainsi que par les bouddhistes, comme étant la religion indigène du Tibet. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que cela. C'est une religion qui est basée dans le bouddhisme indien, mais qui a été beaucoup influencée par des traditions indigènes. Donc c'est un mélange de plusieurs choses. C'est quelque chose de très compliqué, mais c'est juste pour résumer la situation. Ces manuscrits que j'ai découverts sont très importants parce que ça nous donne une idée de comment la religion a été pratiquée dans l'Himalaya et ce qui est actuellement le Népal, les rituels qui ont été effectués. Certains de ces rituels n'existent plus. Et ça nous donne aussi une idée des réseaux de prêtres, pas seulement au Népal, mais aussi à travers le plateau tibétain. Et comme on va le voir, il y avait des connexions très lointaines, tout près de la frontière chinoise. Voici une carte du Népal. Le découpage des districts est complètement désuet maintenant, ça a complètement changé, mais ça ne nous concerne pas. L'important, c'est que ce district-là est le Mustang, qui est peuplé par des gens de l'ethnie tibétaine, et à côté, l'autre district du Dolpo. Donc, c'est des districts qui sont dans la Haute-Himalaya. Et la religion Pön est présente dans tous les deux. Et c'est les seules parties du Népal où on trouve cette religion maintenant. Donc, le Mustang est particulièrement important parce que c'est là où la religion Pön s'est installée au début, au XIe siècle. Parmi les premiers lamas à venir ici, il y avait ce Rongtokme Shikpo qui était venu du Tibet central et il était déteneur d'une tradition spirituelle appelée la Grande Perfection, le Dzogchen, et en particulier une variété de cette tradition appelée le Shangzhung Nyingyu. Il s'est installé près de ce qui allait devenir la capitale de cette région. Le royaume de l'eau ou de Mustang n'existait pas à l'époque. Et voici, on voit
la capitale future qui a été fondée au XVe siècle, mais lui était venu au XIe siècle et il s'est installé dans un endroit tout près de la future capitale, dans une ville appelée Bangkor. Donc c'est une ville fortifiée. On ne sait pas quand Bangkor a été fondé, mais il y a des traces de bois qui ont été datées par Carbone 14 au 8e siècle. Et la ville a été abandonnée il y a quelques siècles, on ne sait pas exactement quand. En tout cas, il s'est installé dans cette ville avant d'aller méditer dans les grottes pour le reste de sa vie, il paraît. Il avait un disciple très important, un certain Yangtun Sherab Gyaltsen. Yangtun, ça veut dire le maître du clan Yangel, et c'est un clan qui va revenir dans cette présentation. Donc un disciple très important qui était aussi venu du Tibet central. Le clan Yangel, on le connaît des textes tibétains, on sait que ce clan était présent près de Lhasa au 8e siècle. Je ne pense pas qu'il existe maintenant au Tibet, mais il est assez répandu au Dolpo. Ce Yangtun Sherab Gyaltsen avait un fils, un certain Tashi Gyaltsen, qui avait le même nom de clan, bien sûr, les Yangel ou les Yangtun, qui a fondé un petit village appelé Lubrak, au sud du Mustang. Et Lubrak est encore vivant, donc c'est le village le plus ancien de la religion Bön dans l'Himalaya. Le clan a été présent jusqu'au XIXe siècle, et le dernier lama de ce clan est décédé avec tous ses enfants au milieu du XIXe siècle, et la seule survivante était une nonne appelée Yangel Chönze Nishar. Et elle avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour hériter de la maisonnée de cette famille. Elle a demandé auprès des familles de Yangel à Dolpo, mais elle n'en a pas trouvé. Et en 1872, elle a écrit son testament où elle a légué la maisonnée à un jeune garçon illégitime d'une maison à côté de chez elle, et lui a pris en charge les fonctions sacerdotales de cette maison, de ce lignage qui n'existait plus, et son lignage continue jusqu'à nos jours. Et le déteneur actuel, c'est un certain lama Tsulchem. Et on le voit ici en train de faire un rituel de propitiation pour les esprits serpents, les nagas. Pas très longtemps après l'installation du clan Yangel à Lubrak, d'autres clans Bonpo sont venus s'installer. Parmi eux, il y avait les Lo Chötsong. On voit le dernier membre de ce clan à côté, à gauche, près de Lama Tsulchem. Il y avait certains lamas assez importants de ce lignage, dont un certain Tenzin Nyima, qui est décédé au XIXe siècle. C'était l'auteur de quelques guides de pèlerinage, des poésies dévotionnelles, et il a été très respecté par le village qui après sa mort, a gardé sa tête. Donc voilà son crâne qui est utilisé actuellement dans des rituels tantriques. Voilà, on voit le crâne plein de bière qui est distribué aux gens pendant ces moments. Un autre clan très important était les Jaragang. Alors, les Jaragang sont venus du nord, ils sont encore très présents à Lubrak et ils vont revenir dans cette histoire. Pour revenir à Rongtok Shikpo, il avait une épithète qui revient dans plusieurs textes. On l'appelle « celui qui ne voit ni le soleil le jour, ni la lune la nuit », parce qu'il habitait des labyrinthes de grottes au nord du Mustang, des grottes comme cela. On ne sait pas exactement où il était, les indications sont un peu vagues dans les textes, mais voici une complexe de grottes, autrefois une habitation de troglodytes, qui est venue plus tard un endroit de retraite spirituelle et aussi un endroit pour déposer les livres. Et c'est ça
cet endroit où on a fait une découverte très importante en 2009 de peut-être 6000 folios de texte, à peu près 6 ou 7 000 folios, la plupart appartenant à la religion Pön. Nous avons réussi à sortir tous les manuscrits qui étaient menacés par les conditions climatiques et on les a triés au mieux possible. Ensuite, on les a emballés pour les mettre dans le monastère où ils sont encore. J'ai eu l'occasion de travailler sur les textes une fois qu'ils étaient protégés dans le monastère avec ma collègue Agnieszka Hellman-Wajny, qui est une spécialiste du papier, le papier chinois et aussi le papier centra-asiatique et tibétain. Et on a récemment publié les résultats de notre recherche. Donc je vais présenter rapidement le contenu de cette cache de documents. Ce n'est pas exactement des documents, c'est des textes pour la plupart canoniques, mais d'autres aussi. Donc voilà un exemple d'un texte Bonpo canonique. Il s'agit du Prajnaparamita en 16 tomes, avec de très belles illuminures. Mais la grotte avait, dans le passé, attiré des voleurs qui ont découpé des images, pas forcément pour les vendre, mais peut-être pour les mettre dans les hôtels. Beaucoup de textes qui étaient dans ce dépôt étaient des textes canoniques de la religion Pön, comme le Prajnaparamita par exemple, mais aussi ce texte-là, le Lubum, le célèbre Lubum, les 100 000 Nagas. Et un autre, le Zermig, qui a la biographie de Shenrab Miwo, considéré comme étant le fondateur de la religion Pön. Donc ces textes sont bien connus, ils ont été republiés dans plusieurs éditions, mais ces deux manuscrits, on a pu les dater par le carbone 14, et il semble que ce sont les manuscrits les plus anciens qui existent de ces deux textes, datant probablement du XIIIe siècle. Il y avait d'autres textes aussi, pas forcément appartenant à la religion Pön. Il y avait des textes de droit, par exemple, du droit, des textes médicaux, et un autre qui est unique. Plusieurs de ces textes ne sont pas connus ailleurs, ils sont complètement uniques, dont un que je vous montre ici, un manuel de toxicologie. Alors, la tradition de la toxicologie est bien connue dans la médecine tibétaine et il y a des sections dans les traités pour montrer comment guérir les gens qui ont été affectés par le poison, qui ont été empoisonnés. Mais ce texte est unique. Il est présenté comme étant une traduction tibétaine d'un tantra indien. Ce n'est pas le cas, c'est presque certainement une composition indigène tibétaine, mais il est particulièrement important parce qu'il est concerné pas seulement par la guérison d'empoisonnement, mais par la fabrication de poisons et l'administration de ces poisons aussi. Donc c'est un texte que nous avons traduit. Malheureusement, il n'est pas complet, mais on a fait une traduction et nous l'avons publié dans ce livre. Une autre catégorie de manuscrits qui était dans ce dépôt était des dédicaces. Alors les dédicaces sont très importantes, ils fonctionnent comme les colophones. Ils contiennent des louanges au roi, aux ministres et aux mécènes qui ont financé la production de ces manuscrits très chers parfois. Et les dédicaces sont importantes parce qu'ils contiennent les informations sur les donateurs ainsi que les endroits où les textes ont été calligraphiés. Ici, par exemple, on voit une partie d'une de ces... En fait, c'est le colophone, la dédicace qui appartient à ce Prajnaparamita. Et en bas, je n'ai pas marqué le manuscrit avec un stabilo, bien sûr. Ça, c'est
un soulignement que j'ai rajouté dans le PowerPoint. Là, on voit où ce texte a été produit. Et il est noté ici, au centre du lot, où les grains riches poussent dans ce lieu saint de Bongkor qui s'élève de la terre. Donc, ils ont été produits dans ce même Bongkor où le lama Rongtokme Shikpo est venu se réfugier au XIe siècle. Donc, on voit que ça a été un endroit très important pour les Bön quelques siècles plus tard. Et sur le même colophone, on trouve le nom du roi à l'époque. On voit mentionner le grand ministre Agon Sangpo et ses frères. Alors le fondateur du royaume de l'eau, en fait, ce n'était pas vraiment le fondateur, mais il est considéré comme cela, était un certain Amapal, et Agon Sangpo était son fils. Donc on peut dater de ce Prajnaparamita au XVe siècle. Une autre dédicace mentionne le fils de ce roi, Tashigun, donc encore XVe siècle. Mais il y a d'autres noms que j'ai trouvés dans plusieurs de ces textes, sans savoir de qui il s'agissait. Donc là, on voit le nom d'un certain Jangsong Tsunsul. Jangsong veut dire rishi, en fait c'est le mot tibétain pour rishi, un sage, et peut être aussi dans la tradition Pön le mot pour un moine ordonné, ce que les bouddhistes appellent un gelong. Mais dans ce cas-là, ce n'était certainement pas le cas, il s'agissait d'un nom de clan, mais c'était un clan dont je ne connaissais aucun membre. Alors ça c'était un mystère, surtout parce que j'ai continué à trouver ce nom dans d'autres textes et d'autres documents de la région. Un peu au sud de l'ancienne capitale de l'Omontang, il y a le grand village de Geling, ou Gelung. Et dans les archives, j'avais trouvé ce document. C'est un édicte du roi au XIXe siècle, qui mentionne un certain prêtre, un certain Shilok, qui est venu d'une lignée Bompo de Lubrak, et il a le nom de clan Jangsong. Alors je connaissais Lubrak très bien, mais je ne connaissais aucune personne qui avait le nom de clan Jangsong. Et ça, c'est pas très longtemps, c'était au XIXe siècle, mais aucune trace de ce clan à Lubrak. Et encore, dans l'autobiographie d'un lama de l'Est du Tibet, qui était venu au Mustang et qui a impressionné le roi de l'époque avec ses connaissances philosophiques. Il a eu un débat avec les moines, il a gagné, et le roi a été bien impressionné. Et avec le roi, il y avait les chapelains, les aumôniers du roi, qui s'appelaient Jangsong Chowo et Jangsong Tennam. Alors, donc, on sait que les Jangsong étaient les prêtres du roi, mais c'est tout ce que je savais sur eux. Le mystère a été résolu assez récemment, il y a 4 ans seulement. Voici l'ancienne capitale du Mustang, aussi appelée Lo. La ville s'appelle Lo Montang. Et le grand bâtiment blanc qu'on voit au centre, c'est le palais royal. Et juste en bas, là vous voyez où est la flèche, il y a une maison. Et je connaissais le jeune homme qui habitait cette maison. Je l'avais rencontré en 1993 et il appartenait à une famille Bompo. Et il a dit qu'il avait, en fait c'était plutôt ses ancêtres qui étaient Bompo, et qu'il y avait des manuscrits Bompo dans sa maison et que je serais le bienvenu pour venir les regarder. Alors je suis allé l'année suivante, il n'était pas là, la maison était fermée, et c'est exactement ça qui s'est passé chaque année que j'allais à Lo-Montang. La maison était fermée, il y avait un cadenas, mais il y a 4 ans, quand je suis allé, une partie de la maison avait été convertie en un magasin, et l'autre partie avait été louée par cet homme, un certain Wang Du, qui m'a expliqué l'histoire de cette maison. Alors, il paraît que
La maison était la maison de la famille Zhangsong, qui étaient les prêtres des rois du Mustang depuis le XVe siècle, mais que pendant les années 60, le dernier membre de ce clan était décédé et que c'était maintenant sa petite fille qui avait hérité de la maison et qui avait épousé l'homme que je connaissais, le Yongzhong. Ils étaient partis en Thaïlande et elle, malheureusement, elle a été tuée dans un accident de voiture et lui a quitté le Thaïlande et le Népal pour aller s'installer aux États-Unis, où il se trouve maintenant. Donc il y avait dans cette maison une grande quantité de manuscrits bons et personne ne voulait habiter dans cette maison parce qu'il considérait la maison comme étant hantée par les divinités et les démons de la religion Pön. Cet homme, Wang Di, n'avait pas trop peur parce que c'était un tantriste bouddhiste, donc il se sentait suffisamment puissant pour soumettre les démons Bonpo, mais il se méfiait quand même de la présence de ces textes dans la maison et il voulait s'en débarrasser. Donc il a failli les tout jeter dans la rivière quand sur le chemin il a rencontré un Bonpo qui lui a demandé de ne pas le faire, de les garder, heureusement. Donc quelques années plus tard, je suis allé, je l'ai rencontré, il m'a permis de photographier cette collection. Il m'a expliqué aussi que ce clan, les Zhangsong, était venu d'un petit hameau juste à côté de Lomantang, un petit hameau maintenant abandonné appelé Jaragang. Là, il y a quelques restes de murs et un ancien stupa complètement délabré maintenant. Et là, j'avais compris le mystère. Alors, c'est que c'était le même clan, les Jaragang et les Zhangsong, mais la branche de la famille qui est restée à Lomantang s'est appelée Zhangsong à cause de leur fonction comme prêtre pour les rois. Et l'autre branche du clan, le Jaragang, avait gardé le nom du lieu de leur origine. Les textes, quand nous les avons trouvés, étaient complètement désordonnés, mais on a réussi à mettre un peu d'ordre. Et encore avec ma collègue Agnieszka Hellman-Ważny, nous avons réussi à avoir un petit financement de ce projet, de ce centre polonais. Et avec quelques assistants, on s'y est rendu pour organiser les textes et pour les photographier. Voilà, donc là, on est en train de les trier. Il y avait peut-être 300 manuscrits, un total de peut-être 3000 folios. Et là, je vais parler un peu de ce qu'on a trouvé dans ces manuscrits. On est encore en train d'y travailler. Mais ils sont très importants parce que ça nous donne une idée de ce que faisaient les prêtres pour leur royaume et le genre de rituel qu'ils effectuaient pour le roi et pour le peuple. Donc, comme on peut imaginer, il n'y avait pas des textes concernant la philosophie très abstraite. Pour la plupart, c'était les textes concernant les rituels. D'abord, il y avait un certain nombre de textes pour la propitiation de la divinité principale de la lignée royale du Mustang. Une divinité qui s'appelle Abse Dungmar. On voit une masque à gauche et un autre porté par un danseur pendant une fête en bas. Donc, les rois du Mustang ont été des grands mécènes du bouddhisme, mais ils étaient aussi des pratiquants de la religion Pön. D'autres rituels que nous avons trouvés étaient des rituels très pratiques pour protéger le royaume. Ici, par exemple, on voit un rituel pour repousser les chenilles, les criquets, les oiseaux des champs, donc pour protéger les champs du royaume. Certains de ces rituels étaient complètement inconnus. Donc voilà un texte appelé Flèche en fer. C'est un rituel d'exorcisme et pour protection. Beaucoup de textes apotropaïques.
Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de dessins pour aider le pratiquant à fabriquer les petites images qui accompagnent le rituel. Encore un autre ici, un rituel d'offrande de démons bariolés de la terre, une catégorie de démons que je ne connaissais pas du tout. Et là, on voit des objets qui sont censés être construits dans le contexte de ce rituel. D'autres étaient des rituels beaucoup mieux connus, le rituel tantrique pour la soumission de démons dans une puits. Et ici, le diagramme de l'effigie qu'il faut construire, 2 triangles superposés avec une image du démon ligoté. Donc, c'est une illustration de ce genre de rituel. Voilà, on voit le puits, la cage dans laquelle le démon va être enfermé, et plus particulièrement empalé sur ce poteau. Et d'autres choses aussi, des rituels de consécration d'objets sacrés. Voilà d'autres. Donc en haut, on voit des habits de moines et en bas des objets pour les rituels tantriques. On voit par exemple un pot d'éléphant et là c'est la peau d'un homme. Donc c'est des objets qui sont utilisés dans des rituels tantriques secrets. Un objet qu'on voit assez souvent utilisé dans les rituels est ce qu'on appelle un parching. Donc c'est un bloc en bois avec des images gravées dedans. C'est des images pour faire des petites impressions en pâte comme cela. Et ce sont des images d'animaux, par exemple, des planètes, des démons, des hommes, de plusieurs choses prescrites dans les textes. Et ça aide le lama. Plutôt que de fabriquer chaque objet, il peut tout simplement faire une impression. Là, on voit beaucoup de ces petits objets dans le contexte d'un rituel d'exorcisme. Mais parfois, il est très difficile de savoir de quoi ces images agissent. Très difficile à identifier. Et parmi ces manuscrits, on a trouvé ce manuel qui explique toutes ces images. Donc c'est un manuel d'instruction des images qui sont utilisées dans les rituels d'exorcisme. Pour revenir à notre clan Yangel, voilà le lignage encore. Donc voilà Rongtokme Shikpo, Yangden Chempo, Yangel Sherab Gyaltsen et son fils, le fondateur de Lubra, Chashi Gyaltsen. Alors le neveu de ce dernier est allé à Dolpo fonder un village et il a été rejoint plus tard par une autre branche de la même famille, les Yangel, un certain Gyaltsen Rinchen, qui est né en 1278. Alors, ils se sont installés au Dolpo, donc juste à l'ouest du Mustang. Et ce Gyaltsen Rinchen a fondé une collection de petits hameaux appelés Samling. Voilà un détail. Donc, il y a quelques temples de famille et surtout de la famille Yangel. Donc, c'est un endroit extrêmement reculé, de 4500 mètres d'altitude. Et le descendant du fondateur, le Gyaltsen Rinchen, est encore vivant. Et il s'agit d'un Yangel Sherab Tenzin que j'avais rencontré et qui a eu la gentillesse de m'inviter à Samling faire des films sur des rituels très rares qu'il allait effectuer et aussi de photographier sa collection de manuscrits. Donc on y est allé 2 fois, plus récemment en novembre 2019. Voici son temple par la pleine lune et voici des images des rituels que nous avons réussi à enregistrer. Ce deuxième-là est extrêmement rare. Je pense que c'est seulement la 3e fois que ça a été exécuté au Népal. Et il y a très peu de lamas qui sont capables de le faire de nos jours, donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir l'enregistrer.
Mais à part cela, on a bien sûr photographié des textes. Voilà notre petit studio que nous avons installé dans sa maison. Et là, j'étais frappé de voir qu'il y avait une très grande éventail de textes, pas seulement les textes rituels comme au Mustang, mais des textes philosophiques, bien sûr le Prajnaparamita, beaucoup de textes canoniques. Mais j'étais frappé de voir le lien entre Samling et Mustang. J'avais vu dans les colophones des manuscrits du Mustang que les membres du clan Yangel étaient très souvent les maîtres des prêtres du clan Jansong. Et là, le lien est encore plus évident parce qu'on voit que certains de ces textes ont été copiés l'un des autres. On voit exactement les mêmes images. Voilà encore. Donc encore, c'est les objets qu'il faut construire dans le cadre de ces rituels. Voilà un rituel extrêmement rare, Shukun, les protecteurs de genévriers. Donc il s'agit d'une catégorie de dieux de guerre. Et là, on voit des dessins, des illustrations des images qu'il faut construire. Une autre chose que nous avons trouvée dans les deux collections est des exemplaires d'amulettes. Donc les amulettes sont très répandues au Tibet. Presque tout le monde porte une amulette. Donc c'est pour la plupart une impression faite avec un bloc de bois, une xylographe. Mais là, on voit des amulettes qui ont été dessinées et peintes à la main. Ça, c'est assez rare. Comme vous le voyez, ils ont été pliés et en général, ils sont mis dans une petite pochette de cuir ou de tissu et attachés autour du cou de la personne. Là, on a eu la très grande chance de trouver un manuel pour la production de ces amulettes. Donc, je vous donne quelques exemples. Certains sont, disons, naïfs. Voilà 2 amulettes pour la protection de champs. Et selon les instructions, il faut les attacher à un poteau à côté du champ pour protéger les champs de certains animaux. En haut, on voit un singe. Ça ne ressemble pas trop à un singe, mais c'est ce qui est écrit dans le texte. Et en bas, des oiseaux. Un autre, pour protéger les troupeaux contre les loups. Les loups sont très répandus dans cette région. Et d'autres amulettes beaucoup plus sophistiquées. Donc là, il ne s'agit pas des amulettes eux-mêmes, mais des dessins pour montrer comment fabriquer ces amulettes. Et ils sont assez magnifiques, quelques-uns. Les descriptions très détaillées. On commence par la centre et au dos de ces illustrations, il y a tout le texte qu'il faut écrire dans chaque partie de ces amulettes. Voilà des amulettes pour se protéger contre certaines catégories de démons. Et en bas, c'est des amulettes pour développer la bonne fortune et la force de la vie. En haut, c'est une amulette du Garuda rouge qui assure la protection contre toutes sortes de maladies et de démons. Et on voit une amulette avec la tête de 2 perroquets qui donne le pouvoir aux muets de parler. Et encore une autre, donc un exemple du dessin d'un côté et les instructions de l'autre côté. Et ça, il dit, selon les instructions, il faut fabriquer un dessin comme cela, une image comme cela, on le plie, on l'attache autour du cou d'une femme qui n'a pas pu avoir des enfants, et il est garanti qu'elle aura des enfants. Même si elle n'en a pas eu depuis 9 ans, elle aura certainement un fils. Donc, j'ai dit qu'un certain nombre de ces textes n'étaient pas seulement apotropaïques ou concernant les rituels. Et là, on revient à cette tradition que j'ai mentionnée au début, la tradition de la grande perfection, qui a été véhiculée par le lignage des Yangel. Alors, c'est une tradition très, très ésotérique, pas tantrique, mais ésotérique quand même, où le pratiquant, à un certain moment,
doit passer 49 jours dans l'obscurité totale dans une grotte. Et pendant ce temps-là, il a des visions. Alors, il est très important de pouvoir distinguer entre les hallucinations, qui viennent bien sûr au bout de 2 ou 3 jours, et les vraies visions. Et dans cette collection à Samling, on a eu la chance de trouver des dessins qui sont dessinés pour montrer aux disciples avant qu'ils aillent dans leur retraite, pour leur indiquer les visions qu'ils vont avoir. Donc on voit les visions, comment ils vont être tout au début de la méditation et ensuite comment ils vont développer au fur et à mesure. Donc pas seulement décrits en texte, mais aussi illustrés par ces dessins. Et finalement, la dernière catégorie de textes dont je voudrais parler, il y avait l'archive de ce monastère, avec à peu près 300 documents que je n'ai pas encore étudiés. J'ai regardé quelques-uns, mais il est clair qu'ils vont être très importants pour bien comprendre l'histoire de Samling. Je vous donne un seul exemple ici. Un document très important. L'importance est indiquée par le fait qu'il est gardé à l'intérieur d'un tube en bois, avec un sceau illisible. Il n'est pas en tibétain. Je ne pense pas qu'il soit en chinois non plus. Mais c'est une édicte d'un roi de Garong, à l'extrême est du Tibet, actuellement à Sichuan, où il y avait 18 royaumes, dont la plupart étaient des Bonpo. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est un document qui garantit au lama du clan Yangal la protection de l'armée de Garong si il arrive qu'ils sont menacés par quelqu'un. L'histoire derrière cela, j'ai découvert. Alors, Garong a été soumis par les Qing au XVIIIe siècle pendant 2 guerres, les 2 guerres de Jinchuan. Et le deuxième a été terminé en 1776. Les Qing ont dépensé énormément de ressources pour soumettre les gens de Garong, parce que la région est très reculée, très vallonnée, et les gens se protégeaient à l'intérieur de ces tours qui étaient presque imprenables. Et il aurait été possible de les attaquer avec les canons, mais il était impossible de trimballer les canons à travers les collines et les vallées. Mais grâce à l'aide, à l'expertise d'un jésuite portugais, Félix da Rocha, ils ont pu construire des canons sur place. Et grâce à cela, ils ont réussi à soumettre ces gens. En 1781, il y a eu une guerre entre le Népal et le Tibet. La guerre a duré par plusieurs étapes et pendant la deuxième étape, l'empereur Qing a envoyé une armée pour supporter les Tibétains. Et dans l'armée, il y avait les forces du roi de Garong, qui se sont trouvés près de Dolpo, à Dolpo même. Là, on voit juste au-dessus de la N du Népal. Ça, c'est le Dolpo. Donc, les soldats de Garong sont venus ici. Ils ont rencontré les Yangel. Ils sont devenus des dévots de ces grands lamas. Et à partir de ce moment, ils ont noué un lien entre le Garong et le Dolpo. Et ils ont envoyé cet édicte garantissant la protection de Garong et aussi leur donnant plusieurs cadeaux qui sont encore présents dans le monastère. Mais il y a beaucoup d'autres documents. Comme j'ai dit, je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire et de les analyser, mais je vais bientôt le faire. Et avec un peu de chance, dans un futur pas trop lointain, je vais pouvoir revenir ici, partager les résultats de ma recherche avec vous. Merci beaucoup.